Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour à notre invité Fred Chénaud, bonjour. Alors, je suis arrivée ce matin, c'était « Oh, tu reçois Fred Chénaud, mais je l'adore !» La jeune femme à l'accueil me dit « Ah, mais je l'adore !» Évidemment, Fred Chénaud, on le connaît depuis longtemps, surtout les gourmands. Ce soir sur Canal+, à 22h50, ne manquez pas Cuisine hors de portée à bord d'un sous-marin nucléaire. C'est un doc incroyable. Vous avez passé une semaine à bord d'un sous-marin nucléaire. Absolument. Et à regarder comment se passait la cuisine et à vivre la vie de ces officiers. On va en reparler avec vous dans un instant. Vous vivez désormais en Grèce, donc vous avez bonne mine. Ça vous change le temps là aujourd'hui, hein? Ouais, c'est le grand écart là, on va dire. Voilà, mais en tout cas, on est ravis de vous recevoir. C'est oppressant d'être dans un sous-marin, le côté confiné. Parce qu'à un moment, on se dit, allez, je cherche. Je dirais, ça dépend des personnes. Je crois que et là, il n'y a pas de règle. Moi, personnellement, j'ai même pas mal, mais pour tout vous dire, je devais partir avec un caméraman et qui, pourtant, c'était préparé. On avait préparé le sujet, on avait préparé le film pendant des semaines, etc. On avait fait un repérage et 8 heures avant le départ, crise de panique attaque, il n'a pas pu rentrer. Et donc c'est vraiment, même si on joue sur le mental et autres, on peut lâcher l'affaire. Ouais. Vous avez eu un petit moment d'oppression quand même, au moment où vous devez mettre les masques. Alors là, oui, mais sur l'alerte. Voilà, quand je dois mettre le masque à oxygène parce que exercice incendie. Alors je dirais, ça aurait pu m'arriver dans les studios de Sud Radio aussi. Voilà, si je mets un masque à oxygène, je peux paniquer, mais vraiment dans le sous-marin. Sauf qu'il y a la fenêtre et la porte et que vous savez que vous pouvez sortir. Là, vous êtes en huis clos. Mais on va y revenir et on va parler de cette cuisine à bord. Ils s'emmerdent pas, pour parler poliment. Il y a quand même, on mange bien, hein, il y a même du homard. Quand j'ai vu ça, je me suis dit. Oui, alors ça, c'était mon petit plaisir. C'est moi qui leur ai fait plaisir avec du homard, mais il y a beaucoup de produits frais. Quand vous dites ils s'emmerdent pas, en fait, c'est pas du luxe. C'est juste une nécessité. C'est-à-dire que dans un sous-marin, l'idée, c'est de partir sous l'eau, c'est de jamais refaire surface. Donc il y a rien qui change. Il y a plus de jour, il y a plus de nuit. Il y a surtout pas de communication avec l'extérieur. Donc rien ne change et il y a une seule chose qui change, c'est la cuisine, c'est la bouffe. Et du coup, ça devient un peu le centre d'intérêt de tout le monde et tout le monde est rivé là-dessus. La première chose qu'un sous-marinier demande quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? C'est ce qu'il y a ce midi. Exactement, et ce soir. C'est ce soir, et c'est ce qui lui donne le moral en fait. C'est ça, c'est vraiment, je pense que la cuisine est le garant du bon moral des troupes. Allez, on va reparler de cette expérience hors norme, de ce doc incroyable, et puis de votre présence joyeuse et sympathique à bord de ce sous-marin. Mais là, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Valérie, sauf mon premier son, mais le reste, c'est vraiment un zapping que j'ai fait vraiment pour vous, Fred Chénaud. Et je pense qu'on va bien s'amuser. Mais après, c'est des vrais extraits d'émissions de télé. Hein. C'est un vrai zapping avec des extraits récents, mais vous allez voir, il y a quelque chose. Mais je devais démarrer par l'actualité. Hier, on en parlait, Valérie, avec Jean-Jacques Bourdin, qui réagissait au fait que Quotidien n'aurait plus d'invités politiques, sauf événement. Et bing! Après 3 jours après cette déclaration, François Hollande était hier dans Quotidien pour la sortie de son livre. Il a réagi au petit jeu du président Emmanuel Macron. Il n'y a pas de tactique, je pense, de la part d'Emmanuel Macron. Qu'il y en a pas ? Si c'était ça, on pourrait saluer. Franchement, 50 jours à faire croire qu'on va décider tout en ayant déjà décidé sans donner la décision. Non, ça serait du grand art. Non, je pense qu'il y a un problème chez le président de la République, c'est son rapport à la décision. Pour avoir exercé cette fonction, gouverner, puisque je pose cette question dans le livre, gouverner, c'est nommer. C'est le premier acte de président, c'est de nommer. J'ai été élu en 2012. La première décision que j'ai prise, c'est de nommer le Premier ministre. Une fois que vous avez nommé le Premier ministre, il faut nommer des membres du gouvernement. Il faut nommer vos entourages. Et donc, cette fonction-là de nommer est essentielle. Il y en a d'autres, heureusement. Est-ce qu'il y a la photo du président dans le sous-marin ? Absolument. Tout à fait. Je me suis posé la question. Vous l'avez vu, il y a Emmanuel Macron. Il est à l'entrée de la cabine du commandant. Une photo dédicacée puisque notre président Emmanuel Macron s'est rendu sur le sous-marin où j'étais, le Terrible, en même temps que moi, mais quelques années avant. Donc oui.
Alors nous passons au zapping spécial Fred Chesneau. Alors sur les réseaux sociaux, je voulais juste te dire que évidemment sur les réseaux sociaux, beaucoup ont moqué Yann Barthès, puisqu'au bout de 3 jours il est un homme politique, mais il avait dit qu'en cas d'événement, il y aurait un homme politique. Alors sur les réseaux sociaux, restons-y. Je ne sais pas si vous regardez tout ce qu'on voit en cuisine sur les réseaux sociaux, mais il y a en ce moment des vidéos qui cartonnent. C'est la trash cuisine. Vous savez, ces Américaines qui mélangent tout, qui mettent tout dans un plat. Des trucs dégueulasses. Exactement. BFM Business a fait un petit sujet là-dessus. 1 litre d'huile, une bouteille entière de sauce barbecue, un saucisson de viande hachée. Ces parents américains postent les recettes qu'ils préparent à leurs enfants sur TikTok et les internautes sont terrifiés. Ça fait des mois que des vidéos de mamans américaines qui préparent à manger à leurs enfants font le tour de TikTok, mais la vidéo de cette assistante maternelle qui a atteint les 10 millions de vues a beaucoup fait réagir ces derniers jours et la raison, c'est ça. Des boulettes de viande surgelées assaisonnées avec un pot entier de sauce barbecue ou encore ce sandwich et ses 75 tranches de viande et de fromage industriel. Et côté commentaires, les gens ne sont pas hyper fans. En Norvège, tu irais en prison pour ce repas. Genre là, c'est un repas ? 75 tranches de jambon et de fromage, le fameux fromage, vous savez, à croque-monsieur et tout ça. Mais on voit des choses. Mais il le mange vraiment ? Ouais. Parce que j'en ai vu une dans une espèce de bac transparent qui mélangeait de la glace, des marshmallows, du fromage. Enfin, Ouais, alors là, vous avez regardé ça ou pas ? Je me sens très vite vieux con là, parce que là j'ai lâché l'affaire. Ah, vous n'avez pas vu ça ? Je vous enverrai des vidéos. Coup, ouais, alors non, je me sens pas plus trop concerné là. Il y a des vidéos, je sais pas si vous le voyez souvent, Valérie, vous qui êtes sur les réseaux, ceux qui réinventent le couscous aussi, qui mettent des chipolatas dans le couscous, c'est quelque chose. J'ai pas vu. Vous êtes réseaux sociaux sur votre île, vous regardez, vous tenez au courant de l'actualité. Je suis pas totalement déconnecté. Vous avez le téléphone, vous avez l'électricité. J'ai beau être sur une île, c'est bon. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est est-ce que vous êtes accro Non, je suis pas accro, mais je regarde. Mais après, je cible en fonction de ce qui m'intéresse. Clairement, j'ai pas envie de perdre de temps avec la trash food. Je vous le dis franchement. Et la télé, vous la regardez ? En Grèce, non. Jamais. En Grèce, non, jamais. Non. Mais à Paris, oui, je me rattrape un petit peu, ouais. On est d'accord, aucune radio, aucune télévision dans le sous-marin. Non, il n'y a aucun portable. Aucune communication n'est possible. Tout ce qui est connecté, en fait, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que votre iPhone, vous le laissez bien sûr hacker. Donc, on ne peut pas du tout communiquer avec l'extérieur. Pour que le sous-marin soit indétectable. C'est le principe de la législation, ce qui se passe, effectivement, d'être indétectable. Autre scandale cette semaine, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était dans la presse, ça va être un reportage de Bonjour, de TF1. La sortie, vous l'avez vu ça, Valérie, des pâtes carbonara en boîte, c'est Heinz qui... J'ai vu, scandale. Je vous en ramènerai, comme je vais à Londres bientôt, je vous en ramènerai si vous voulez. C'est sorti à Londres et aussi en Italie, et donc évidemment ça a choqué les Italiens. Carbonara en boîte. Pour ce jeune Britannique, c'est une révolution. Oh mon Dieu, c'est incroyable. La plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Oui, il parle bien de cette nouveauté. Des spaghettis carbonara en conserve. Vendus moins de 2,50 € au Royaume-Uni, cela fait un carton. La marque américaine à l'origine du produit vise les jeunes, ceux qui souhaitent manger sans cuisiner et rapidement. Il y a juste un problème avec ça énerve les Italiens. Forcément, dans le pays des pâtes, on est loin de l'explosion de saveurs, mais bien de colère. Qu'est-ce que vous faites ? Ouais. La trash food, c'est devenu quand même un énorme problème. Alors, moi, je suis partisan du fait qu'on a un peu la cuisine qu'on mérite. Ouais. Donc voilà, c'est pas par hasard, on nous l'impose pas, donc ça reste quand même un choix. Donc je me dis, il y a pas de mystère. Alors comme par hasard, je crois que vous me dites que c'est sorti en Angleterre en premier. Bon c'est QFD. Ouais. Oh non, vous pouvez pas dire ça. On mange très bien en Angleterre. On mange pas très bien en Angleterre. Qu'est-ce que vous racontez ? Il y a votre copine qui cuisine. Mais elle est française. Mais elle est française. C'est de la cuisine française. C'est pas bon. La cuisine anglaise basique, elle est pas bonne. Non, Gilles, je suis désolé de vous contredire, mais faut quand même pas. Basique, elle faut est pas exagérer. bonne. Je ne lancerai pas le débat. On va finir à 48. Ouais, voilà. On continue donc ce voyage culinaire dans les émissions télé. Alors je sais pas, on s'en parlera, mais vous avez dû manger des choses bizarres ou incroyables. Absolument. Je sais que vous avez mangé des araignées parce que j'ai lu un peu votre bio. Est-ce que vous avez déjà mangé des roubignoles ?
Des roubignoles, oui, bien sûr. Oui, d'agneau au Liban. Eh bien, il y a, c'est M6 qui s'est rendu, le journal d'info, au Festival des roubignoles de Damèvre-en-Haye. Et ils étaient très contents de manger des roubignoles. Parce qu'il faut expliquer, enfin, roubignoles, c'est quand même un mot un peu désuet aujourd'hui aussi. On écoute. Il paraît que les roubignoles, ça a des vertus aphrodisiaques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous dirais s'asseoir. Pris l'habitude, tous les ans, on vient manger des roubignoles. Après tout, autant appeler les choses par leur nom. À Domèvre-en-Haye, près de Toul, une fois par an, on fait la fête et on déguste des testicules de taureau. Ce qui attire beaucoup de monde. Cette année, 2000 repas servis, ce qui représente 800 kilos de roubignoles. Certaines sont déçues, d'autres se délectent. Surtout la sauce qui est bonne, mais les roubignoles, c'est pas vraiment... je sais pas, ça n'a pas de goût. Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, entre du riz de veau, de la cervelle. C'est quelque chose qui est extrêmement tendre, très goûteux. Surtout avec la façon qu'on a de l'assaisonner, avec la sauce à la boydo. S'il y a tant de monde, c'est aussi que l'on prête à la roubignole certaines vertus, Enfin, vous imaginez, hein. C'est la nature. Moi, j'ai eu 9 enfants. Alors, c'est pour vous dire que j'ai jamais craqué dessus, hein. Et vous, Valérie, vous avez déjà mangé des roubignoles ? Je crois que j'ai dû y goûter, mais le souvenir que j'en ai, ça m'a pas... Je pense que c'est la sauce, comme dit le monsieur. Il n'y a franchement pas de quoi écrire à sa grand-mère. Non. Après, je pense que l'opération camouflage avec une bonne sauce, c'est ça. C'est la sauce qui fait le truc, parce que j'ai pas le souvenir de quelque chose. Moi, j'adore les abats, de quelque chose d'absolument transcendant. On est d'accord. Un auditeur demande quel est le plus terrible, le goût le plus terrible que vous ayez mangé. Clairement, je me souviens, c'était à Madagascar à l'occasion d'une circoncision. Il y avait une grande fête et donc grande fête avec grand déjeuner. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Et l'idée, c'était de sacrifier un zébu, de le faire griller et la chose qu'on réserve à l'invité d'honneur, il se trouve que c'était moi à l'occasion de cette fête, c'était de lui faire boire de la bile de zébu. Donc voilà. Ça doit être horrible. Ouais, clairement. Ouais. Mais eux, ils aiment ça ? Non, mais c'est plus une tradition. C'est plus une tradition, mais après voilà, ça reste de la cuisine. Ou pas ? Non, mais quand même un bon petit ça reste quoi. Et le meilleur, je sais pas s'il peut y avoir un... Ah là, mais là c'est dur, là c'est Sophie, là c'est terrible. Ouais. Non, après le meilleur, ça se passe quand même, pour moi, en Asie du Sud-Est. Ouais. Après, que ce soit Vietnam, Cambodge, Thaïlande, machin. J'ai cru qu'ils vous auraient fait goûter le prépuce. Oui, moi aussi, c'est ça. Moi aussi, j'ai cru ça. Moi aussi, j'ai cru. Dans la vraie vie, ça arrive. Enfin, on goûte. Et Brigitte a raison. Elle nous dit que ça s'appelle des rognons blancs, des roubignoles, comme vous dites. Ah voilà. Et pour finir, c'est sur Paramount, ça sort demain, c'est le nouveau Zorro, Valérie, avec Jean Dujardin, mais on se souvient tous de la chanson du Zorro de Disney, la série créée en 1957. Un cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Qui veut dire Zorro. C'est difficile d'échapper à Jean Dujardin. C'est compliqué. Vous avez vu que dans la chanson, il y a écrit Renard rusé qui fait sa loi. Vous savez pourquoi ? Parce que Zorro, il s'appelle Zorro parce que c'est un renard en espagnol. On dit Zorro, le renard en espagnol c'est Zorro. Voilà pourquoi il s'appelle Zorro. Voilà, on aura appris quelque chose aujourd'hui avec la bile de zébu, mais non, on n'a pas fini, on va apprendre encore plein de choses avec vous. Fred Chesneau, on est ravis de vous avoir. Je le redis ce matin, vous avez sillonné la France pendant près de 20 ans, à la découverte des traditions françaises. Et puis là, vous avez décidé de vous lancer dans une aventure un peu plus insolite et vous avez passé quelques jours à bord d'un sous-marin nucléaire. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Fred Chesneau, évidemment, vous le connaissez. Il a sillonné le monde, la France, pendant près de 20 ans. Vous avez été à la recherche, à la découverte de toutes les traditions culinaires, mais vous intéressez aussi aux hommes et aux femmes. C'est ça qui est intéressant dans votre parcours. Et puis, arrive sur Canal+, une série de documents. Pour l'instant, c'est le premier, où vous avez décidé d'aller explorer des cuisines insolites et inaccessibles. Et on va vous retrouver à bord d'un sous-marin nucléaire. Juste avant, 2 réactions au zapping. Marie vous dit
au Zorro, j'adore. Gilles aurait pu faire le sergent Garcia. Oh super, c'est agréable. Et Pascal nous dit, il n'y a que moi que ça choque d'entendre parler de 800 kilos de roubignoles. Combien de taureaux martyrisés pour faire ça? Il y a toujours cet aspect-là aujourd'hui du bien-être animal. Après, vous allez dans les boucheries, il y a des vaches, des taureaux, des bœufs qui sont tués pour la nourriture, quoi. Mais je voulais donner ces deux réactions. C'était primordial de me traiter de l'abruti de la série. Je suis très. Mais c'est pas l'abruti, c'était le physique. Oh, bon, non. Ah oui, si, mais il était idiot, le sergent Garcia. Oui, mais c'était plus par rapport au physique. Je préfère faire le muet. C'est pas par rapport. Plus intelligent. Je suis désolée si je vous ai. Ah non, pas du tout. Non, voilà. Vous savez que j'ai de Alors, l'humour Fred Chénaud, dans un sous-marin nucléaire, c'est dingue, hein, c'est vraiment un document, ça dure 52 minutes, vous êtes scotché du début à la fin. Ça vous est venu d'où cette idée d'aller explorer des cuisines insolites et inaccessibles? En fait, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Si vous voulez, moi, ça fait 18 ans que je fais de l'exploration des cuisines d'ailleurs. Et c'est vrai que pas mal de gens me disaient « Oh, t'as de la chance d'aller au bout du monde, moi je pourrais jamais y aller. » J'ai dit « Si, après tout, c'est peut-être une histoire un peu de moyens, mais de se payer un billet d'avion, c'est encore accessible. » Ensuite, j'ai fait ces mêmes explorations à Paris au travers des communautés étrangères. Ça, c'est alors pour génial, le coup, un ticket de métro et on vivait la même expérience que moi. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais les prendre au mot et là, je vais vraiment les emmener là où ils pourront jamais aller. Donc, j'ai commencé par le sous-marin nucléaire. Et puis bien sûr ça va suivre. Je peux pas en dire plus maintenant. Je suis en égo avec. C'est des lieux toujours marqués du sceau du secret défense ou de la confidentialité. Et là, combien de temps pour avoir l'accord des armées pour tout vous dire, ça fait pile 2 ans que je travaille sur le projet. Alors après, finalement j'ai eu l'accord, on va dire pas rapidement, mais voilà, un certain temps. Mais après, le projet a été retardé par tous les événements géopolitiques qui font que voilà, à un moment donné, on m'a dit ok, maintenant c'est bon. Parce que ça jamais. Moi, c'est la première fois que je le vois. Il y a déjà eu des reportages sur les sous-marins. Absolument. Mais la cuisine des sous-marins, c'est non seulement ça, mais effectivement, il y a eu pas mal de reportages, mais c'est surtout d'embarquer quelqu'un pendant aussi longtemps. Ça s'est jamais fait, et surtout de toucher effectivement à l'intimité, on va dire, la vie des hommes. C'était une première. Parce qu'il y a une question de sécurité, Gilles, vous nous raconterez après peut-être l'anecdote que vous nous avez racontée hors antenne, mais il y a une question de sécurité aussi, dans la nourriture, dans l'alimentation, surtout avec des militaires. Alors, effectivement, vous mettez le doigt effectivement sur le fait que il est hors de question qu'on puisse empoisonner l'équipage, parce que là, vous mettez en danger la mission. Et pour le coup, il est clair que tout est contrôlé. Enfin, vous imaginez bien, c'est l'arme ultime, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Oui, il y avait 12 ogives, c'est ça, nucléaire 16 ogives nucléaires. Et chaque ogive fait l'équivalent enfin, c'est bien supérieur à la bombe Hiroshima, qu'il faut dire. Voilà, bien plus de 2 fois. Et il y en avait 16 avec vous. Et il y en a 16 comme tout sur les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la Marine nationale. Mais alors, après, pour revenir effectivement sur la nourriture, sur le contrôle, tout est extrêmement contrôlé. C'est-à-dire qu'avant chaque patrouille, déjà, il faut que le chef de cuisine ait planifié tous ses menus. Tous ces menus vont déterminer les commandes à passer, c'est-à-dire ça représente 34 tonnes de nourriture. Et ensuite, il passe commande auprès d'une sorte de centrale d'achat. C'est une sorte de Rungis dédié à la marine, on va dire, si je peux schématiser comme ça. Et là, bien entendu, tout est contrôlé, tout est mis dans des cartons scellés et tout est décellé à quai. Donc, je veux dire que c'est on peut pas on peut pas les empoisonner ou mettre une bombe ou mettre un objet à l'intérieur. Non, c'est justement pour ça que tout le circuit est contrôlé de A à Z. Ouais. Et même nous, en tant que civils, alors je veux vous dire que les sous-marins partent de l'île Longue. C'est la zone la plus sécurisée de France. Et là, je peux vous dire qu'il faut montrer patte blanche et vous passez plus d'un portique électronique pour rentrer. Ouais, il y a Stéphane qui nous dit les germes doivent être contrôlés. Une équipe mange pas pareil, je crois, en cas d'intoxication. Est-ce que c'est vrai? Non, ils mangent tous pareil. Ils mangent tous pareil. Les officiers et tout le reste de l'équipage mangent exactement la même chose. Seule la vaisselle diffère pour les officiers, mais c'est vraiment le même. Alors après, quand même, vous savez, ils ont 6 mètres carrés pour cuisiner. Donc si en plus on leur imposait un deuxième menu, là, je crois que ça grognerait un peu. La vaisselle, moi, qui m'a fasciné là. C'est le tout petit. À un moment, vous levez un plat dans un tout petit évier. Et l'évier bouge d'ailleurs. C'est-à-dire que, alors, moi j'ai été assez impressionné. Qu'est-ce qui vous a impressionné? On découvre, on va pas raconter tout parce qu'il faut le découvrir le doc, mais il y a des choses pour caler les casseroles aussi. En fait, le gros problème, effectivement, c'est la prise d'assiette. Ça veut dire quand le sous-marin monte ou descend. Donc là, ça bouge. il faut
il faut tout arrimer. C'est-à-dire que si vous n'arrimez pas, vous mettez en danger le repas parce que vous faites tomber votre sauce. Enfin, ça devient vite une catastrophe. Et puis vous pouvez même vous mettre en danger, vous brûler, etc. Donc tout est arrimé et on pense à tout. Il faut fermer tous les placards. Donc c'est vraiment une gymnastique à laquelle moi je suis pas habitué dans mon restaurant. Non seulement je dispose plein d'espace, mais là il y a 6 mètres carrés pour cuisiner. Donc ils envoient quand même pour 130 personnes. C'est quand même quelque chose. Et ils sont 3 en cuisine. Donc moi j'ai été le quatrième commis, on va dire. Et par là même, ça devient une vraie complexité. C'est-à-dire que cuisiner dans un restaurant, c'est déjà dur. C'est un métier de chien. Et là, rajouter à ça la complexité avec toutes les normes de sécurité. Par exemple, il y a des choses que vous pouvez pas cuisiner. C'est-à-dire que imaginez que vous vouliez faire un super cheesecake, vous pouvez pas. Ou une quiche. Un appareil liquide, ça peut pas. Dans le four, ça évite la catastrophe. Les fritures interdites. Imaginez une prise d'assiette avec de l'huile qui vous tombe dessus. Donc, il y a pas mal de choses où on est contraint et on doit faire avec. Est-ce que le goût est différent? Là aussi, c'est une question d'auditeur. Non. Est-ce que, comme dans l'espace, non, le goût n'est pas différent. Le goût ne change pas. Est-ce que vous êtes descendu à quelle... Eh bien, je ne pourrais pas vous répondre parce que non seulement je ne sais pas où je suis allé, il n'y a que 5 personnes du sous-marin qui savent où on est allé, c'est-à-dire les 5 commandants. Et bien sûr, la profondeur reste confidentielle. Donc ça, je suis incapable de vous le dire. Piano électrique, la cuisinière est électrique ou à gaz? Électrique, bien sûr, un sous-marin nucléaire, c'est une centrale nucléaire. Il faut alimenter la ville de Paris. Donc bien sûr qu'on va pas bouder notre plaisir à utiliser de l'électricité. Donc effectivement, il n'y a pas de gaz, bien entendu, il n'y a pas de feu. Et bien sûr, tout est à induction, tout est électrique. Ce qu'on découvre aussi dans le doc, c'est l'importance de la cuisine, l'importance du goût, l'importance du repas pour ces officiers. C'est essentiel, c'est vital, c'est crucial, en sens où dans un sous-marin, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a pas de communication. C'est un métier, en plus, c'est un métier assez répétitif. En fait, ils ont chacun leur tâche, tout est vraiment ils sont très précis. Concentrés. Et du coup, il n'y a qu'une seule chose qui change, c'est la nourriture. Et c'est vrai que la première chose qu'un sous-marinier a en tête quand il se lève, c'est qu'est-ce qu'on va manger. Enfin, c'est vraiment ça, c'est une vraie préoccupation. Et puis, c'est aussi, je dirais, entre guillemets, un des rares plaisirs. La cuisine, on sait tout ce que c'est, et notamment en étant français. C'est vachement important pour le moral. Donc oui, la cuisine est vraiment le garant du moral des troupes. Qu'est-ce que vous avez pensé du chef du sous-marin Parce que j'imagine il y a des choses en 52 minutes que vous n'avez pas pu monter. C'est un héros. Je peux pas mieux vous dire. Je le dis sans flagornerie. C'est vraiment un héros, le mec. C'est-à-dire que non seulement il faut savoir bien cuisiner, ça c'est quand même le minimum vital, mais de le faire dans des conditions vraiment extrêmes. C'est extrêmement compliqué d'envoyer un repas pour 130 personnes dans 6 mètres carrés, et la dimension humaine, c'est-à-dire que il sait précisément que c'est lui qui va apporter du baume au cœur à ses sous-mariniers, et il n'a pas le droit à l'erreur, il a une obligation de résultat. Et puis sans révéler, j'imagine que chaque militaire, chaque homme a une histoire. À un moment, vous discutez avec une personne qui a 5 enfants, et pendant ces voyages qui peuvent durer jusqu'à 4 mois ou 5 mois, 3 mois, sa femme fait tout en fait. Avec ses 5 enfants. Et lui, après, il faut qu'il se raccorde à la vie du quotidien. C'est-à-dire que pendant ces 3 mois, c'est leurs épouses qui doivent tout assurer, et sans avoir un backup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a des problèmes, on s'appelle, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est impossible. Et ça veut dire que son enfant a un accident, il ne sera pas prévenu? Non. En fait, si vous voulez, il y a une petite séquence dans le film qui explique que chaque semaine, ils ont le droit à ce qu'on appelle des familygrammes. C'est-à-dire, c'est une petite carte postale sur laquelle il y a maximum 40 mots. Et il n'y a que des bonnes nouvelles. Et ce qui est logique, parce que apporter une mauvaise nouvelle, ça ne sert à rien, puisque on ne peut pas refaire surface. Donc l'idée, effectivement, c'est de caviardiser tout ça et de ne donner que des bonnes nouvelles. On marque une pause et on se retrouve avec vous dans un instant, Fred Chénaud, pour continuer d'évoquer ce doc incroyable à voir sur Canal+. Évidemment, il y a le replay pour découvrir cette expérience à bord d'un sous-marin nucléaire, la cuisine hors de portée. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Radio.
Le supplément média. Le supplément média avec Fred Chénaud, que vous connaissez depuis. Ça fait combien de temps? Parce que moi, je me souviens que je vous avais reçu pour vos livres. Vous avez commencé par les livres. Hein. C'est la préhistoire. Là, les livres, c'était il y a 23 ans, on va dire, mais Canal+, c'était il y a 18 ans. Ça a commencé il y a 18 ans. 18 ans, et il y a Joseph qui travaille ici à Sud Radio, qui est fan, qui fait partie de ceux qui vous ont suivi depuis le début, en fait. Hein. Donc, ça vous arrive souvent des gens comme ça qui vous interpellent en disant j'ai suivi tous vos voyages, tout ce que vous avez fait. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus ma grand-mère est fou de vous, quoi. Mais non, ma mère est fou de vous. Oh, c'est sympa pour moi qui dit que je vous ai connu avec vos livres qui étaient révolutionnaires à l'époque. Hein. Vous avez toujours eu. Non, mais c'est vrai, je me souviens très bien. C'était une cuisine simple, accessible. Ça s'appelait Épater vos amis. Absolument. Vous vous rendez compte? Je suis ravi que vous m'en parliez. Voilà, on les trouve encore ou pas? Oui, dans les solderies. Qu'est-ce qui a changé depuis ces 18 ans de la façon de s'alimenter? Je dirais, alors, je suis bien placé pour le savoir. Je pense que, premièrement, l'ouverture à la cuisine du monde. Ouais. Moi, je me souviens, il y a 25 ans, j'ai lancé une école de cuisine. J'étais vraiment pionnier dans ce domaine-là. J'ai encore souvenir d'élèves qui regardaient des racines de gingembre comme si ça venait de l'espace. Et alors qu'aujourd'hui, ça se vend au même titre que l'ail et l'échalote. Donc, vous voyez, il y a eu une montée et une explosion de l'accès à la cuisine du monde. Et tant mieux. Et puis après, on est bien passé pour le savoir, les réseaux sociaux n'ont fait que démultiplier tout ça. Est-ce que la dame de l'accueil qui vous a accueilli ici, parce que je vais parler avec elle ce matin, vous a dit que pour elle, elle est évidemment de parti pris, mais que la cuisine marocaine était la meilleure cuisine au monde? Elle vous a dit ça? Elle m'a d'ailleurs dit que c'était Gordon Ramsay qui avait décrété ça, et je lui ai dit, il n'y a pas besoin d'être Gordon Ramsay pour savoir que la cuisine marocaine est la meilleure du monde. Vous pensez ça aussi? Ça fait partie des fleurons. Vous avez la cuisine thaïlandaise, marocaine, voilà, c'est quand même deux gros cadors de la cuisine. Et qu'est-ce que vous pensez de la starisation des chefs? C'est-à-dire aujourd'hui, quand je dis c'est avec Top Chef, avec ce genre d'émissions, en fait, ce sont devenus des vrais stars. Moi, je trouve ça bien parce que moi, je suis né en 68 et je me souviens que quand j'étais adolescent, ceux qui faisaient cuisine, c'était vraiment les cancres. C'était toi, tu vas finir cuistot. Aujourd'hui, alors peut-être que c'est à l'effet inverse, c'est un peu le mythe de devenir footballeur professionnel, peut-être, mais moi je trouve ça bien. Alors après, faut pas se leurrer, et c'est peut-être ça dont les jeunes n'ont peut-être pas conscience, c'est que la cuisine, ça reste un métier dur. Voilà, c'est pas la solution de facilité, mais je suis ravi maintenant de voir que la cuisine a trouvé ses lettres de noblesse. Et pas que la cuisine, la pâtisserie aussi, parce qu'avant la pâtisserie, c'était vraiment, dans les restaurants, c'était vraiment en fond de cale, la pâtisserie, et ils étaient traités comme des chiens. Très noble, hein. Il y a là pour le coup, il y a aussi des stars. Vous accepteriez d'être dans ce style d'émission, d'être juge dans Top Chef ou d'être dans Le Plus Grand Pâtissier? Alors, franchement, chacun son job. Il y en a qui font ça très bien. Moi, je sais pas trop ma cam, mais moi, je préfère vraiment me cantonner, on va dire, à ce que je sais faire, c'est-à-dire d'aller découvrir, d'être curieux et surtout d'être en relation avec les hommes et les hommes et les femmes qui font la cuisine. Moi, c'est ça mon truc. Alors, petit jeu, je vais à Paris, l'endroit où je dois aller absolument. C'est dur. Non, allez, un petit endroit comme ça. Puis je vais me faire des ennemis là. Vous pouvez m'en dire un. L'endroit où vous êtes content d'aller. Allez, Happy Nouilles, des lamianes, c'est-à-dire des nouilles qui sont étirées, 95 rue Beaubourg, dans le 3e. À Marseille. Pas mal. À Marseille. Là aussi, je vais me faire des ennemis, mais non, c'est trop compliqué. Non, je sais pas. Alors, vous n'avez jamais été à Toulouse? Si, bien sûr, j'ai été à Toulouse, mais j'ai pas. Alors, pour le coup, je connais pas super bien la France. Ouais, c'est un peu mon problème, c'est que je voyage énormément à l'étranger et la France, je suis un petit peu à la ramasse, donc. Bon, mais à coup pas. Ouais. Revenons dans notre sous-marin, votre sous-marin nucléaire. Vous avez passé 8 jours. Qui reste la France. Vous avez passé 8 jours à bord. La préparation. Elle a été importante pour pouvoir monter à bord de ce sous-marin? Alors, j'ai pas eu de préparation physique ou psychologique, non. Après, je pense que l'état-major, déjà me connaissait. C'est comme ça qu'ils m'ont autorisé à rentrer. Enfin, ils ont vu, ils connaissaient un peu mon pédigré, ils savaient comment je travaillais. Donc ça a été effectivement le premier sésame. Après, moi, effectivement, je me suis
préparé, on va dire, une auto-préparation mentalement, parce que je me suis dit, je me suis préparé au fait que j'allais être enfermé pendant 8 jours. Que je n'avais pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que le principe même, c'est de tout anticiper, c'est de tout prévoir. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans le sous-marin et qu'il part, c'est foutu. Vous n'avez pas de plan B, c'est impossible. Donc là, en termes d'anticipation, je peux vous dire que ma checklist, je l'avais bien en tête et j'avais bien tout checké. Et 2 douches pour 130. Oui, alors ça va. Il y a un planning, non? Comment on fait? Non, mais je me suis posé la question quand il y a. Non, ça va. C'est tout à fait jouable. Alors effectivement, il y a déjà on est sûr de pas être en manque d'eau parce que c'est l'eau de mer. C'est de l'eau. Ils produisent leur air, leur eau, leur électricité, donc c'est de l'eau de mer qui est désalinisée, bien sûr. Donc non, là-dessus, franchement, c'est assez pépouze. Stéphane pose la question des déchets. Alors, c'est évoqué dans le doc de ce soir. 34 tonnes de nourriture, presque autant de déchets. Alors, les déchets, déjà, ça prend de la place. Et puis surtout, si on les stocke pendant 3 mois, ça peut être source de germes, de microbes. Donc, il faut absolument s'en débarrasser. Et pour ça, il y a tout un protocole qui est mis en œuvre. Alors, c'est ça qui est intéressant dans un sous-marin, c'est que votre ordinaire à vous devient extraordinaire dans un sous-marin. Si vous ouvrez le couvert de la poubelle, vous le mettez, c'est fini. Là, il faut 10 hommes pour pouvoir vider un sac de poubelle dans lequel il y a des déchets organiques. Donc c'est tout un protocole. Et bien sûr, puisque faire sortir des déchets d'un sous-marin, ça veut dire, entre guillemets, faire une ouverture dans le sous-marin. Donc c'est bien sûr, c'est un risque énorme. Ouais. Donc il y a un protocole de dingue. On a l'impression de faire décoller une fusée spatiale. Ce que vous ne dites pas qui est dans le doc, c'est que tout ce qui est nourriture, comme les fruits, les légumes, enfin les pelures, ça va dans la mer. Il y a un tuyau qui fait dans la mer. Il y a un sas pour envoyer tout ce qui est biodégradable. Exactement. Ouais. Le retour. Comment ça se passe? Le retour... On est déphasé, Alors, moi, personnellement, je ne vais pas parler au titre des sous-mariniers, mais vous, ne serait-ce que 8 jours, totalement sonné. C'est-à-dire que moi, j'ai eu cette chance pendant ces 8 jours, je crois que j'ai vécu l'expérience la plus dense et intense de ma vie en aussi peu de temps. Ouais. Parce que tout est extraordinaire. Donc c'est vrai que on ressort de là, déjà, on essaye de dire, est-ce que j'ai pas rêvé tout ça? Parce que c'est tellement dingue. Et après, le retour à la vraie vie, notamment le bruit. Il n'y a pas de bruit dans un sous-marin, alors hormis quand il y a des exercices. Mais il n'y a pas de bruit, tout est silencieux. Et puis ça fait partie aussi de la dissuasion. Il ne faut pas qu'il soit détecté par les panneaux partout, sonars. on vous dit ne faites pas de bruit, ne claquez pas les portes, parce que moins il y a de bruit et plus on sera indétectable. Donc c'est vrai que le retour à la vraie vie, mais ça nous paraît épouvantable, parce que le bruit est insupportable. Ouais. Donc le prochain, c'est quand? Quelqu'un évoque l'ISS, la station spatiale. Pour tout vous dire, c'est pas intéressant. Alors déjà, je suis trop vieux pour aller là-haut, mais franchement, moi je tiens pas 52 minutes dans l'ISS, il n'y a rien à raconter. Et puis vous êtes trop vieux, vous m'avez dit. Oui, non, 56 balais, ils ne feront jamais monter là-haut. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de cuisine en fait. Il n'y a pas de cuisine. Moi, je ne sais pas quoi raconter dans l'ISS. Pour 52 minutes. Alors le prochain? Le prochain, là, je suis en discussion. En discussion, effectivement, avec plusieurs lieux. Je n'en dirai pas plus. Parce que là, vous avez placé la barre très haut, quand même. C'est un peu ça le problème. Après, on va dire que c'est des problèmes de riches. Mais voilà, là, je suis en négociation avec plusieurs lieux. Tous ces lieux, bien sûr, c'est sous le sceau du secret défense ou de la confidentialité. Donc, je révélerai le lieu une fois qu'il y aura le clap de fin du tournage. Écoutez, en tout cas, on conseille vraiment de regarder ce doc formidable, 52 minutes, donc à bord d'un sous-marin nucléaire, cuisine hors de portée. Comment cuisine-t-on à bord d'un sous-marin nucléaire? Il n'y a pas que la cuisine, il y a l'humain. Et je conseille ce livre qu'on a évoqué en antenne qui s'appelle Comment nourrir les dictateurs, qui est paru aux éditions Noir sur Blanc et qui raconte là aussi un rapport d'un cuisinier à un dictateur qui est absolument passionnant. Et vous m'avez dit que vous l'aviez lu et adoré. Fantastique. Fantastique livre. Et pour les impatients, Valérie, c'est également disponible sur MyCanal. Vous pouvez déjà vous connecter et le regarder. Vous pouvez voir le doc à bord de ce sous-marin nucléaire. Merci Fred Chénaud et bon retour sur votre île. Nous, on se retrouve dans un instant pour parler de l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.